aiguille se retrouve à dire n'importe quoi sur un plateau. Vous avez dit que j'ai eu des mots très durs parce que j'ai dénoncé, comme je ne suis pas le seul d'ailleurs, quelque chose qui est sans précédent en France. L'idée qu'un ministre décide ce que l'on a le droit de faire comme recherche à l'université. Et mes mots ne sont rien à côté de ce qu'a dit le CNRS, à qui elle avait voulu, pour une raison mystérieuse, confier un travail d'enquête sur les autres chercheurs, qui a dit mais il n'y a aucun contenu scientifique ni aucune réalité scientifique à cette histoire d'islamo-gauchisme, nous on ne parlera pas de ça. La conférence des présidents d'université a parlé de propos de Café du Commerce à propos de la ministre de l'Enseignement supérieur. Je demande qu'on réalise, en dehors de l'aspect purement politicien des choses, c'est-à-dire une ministre fanatisée politiquement, l'image qu'on donne de la France et de l'université française. Si il y a chez nous une police de la pensée, parce que les uns veulent faire une police des habits dans la rue, est-ce qu'on a le droit ou pas de se mettre un foulard sur la tête? Les autres, a-t-on le droit de discuter de ceci ou cela à l'université? Surtout avec des thèmes et des termes qui ne correspondent à rien. L'islamo-gauchisme, ça n'existe pas. Alors c'est très confortable pour insulter les insoumis, mais ça n'existe pas. Jean-Luc Mélenchon, je repose juste ma question. S'agissant de Frédérique Vidal, puis après on parlera du fond. Elle a fait une faute, elle a commis une erreur grave, elle peut rester au gouvernement? Vous demandez sa démission comme d'autres ou pas? Écoutez, demander sa démission, si c'est pour qu'elle soit sanctionnée, pour qu'on dise qu'on n'accepte pas en France la police de la pensée à l'université. Mais si c'est pour faire une démission amnistie, c'est-à-dire Madame Vidal a dérapé en appliquant la ligne majoritaire, puis on l'enlève et puis on passe à autre chose, je ne suis pas d'accord. Non mais je comprends pas, vous voulez sa démission je veux dire que ce qui m'intéresse, ce n'est pas la personne de Madame Vidal, qu'elle démissionne, ce serait parfait, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est est-ce que dans notre pays, nous acceptons que dorénavant, sur la base de propos de comptoir, en désignant quelque chose qui n'existe pas, on décide de faire la police de la pensée. Dites-nous pourquoi interroger, parce qu'interroger, ça n'est pas conclure ni sanctionner. Interroger une pratique, celle des enseignants, celle de la recherche, pourquoi est-ce grave à vos yeux? Pourquoi est-ce que ça ne serait pas possible? Je suis très étonné de la question, mais j'y réponds. D'abord, elle n'interroge pas une pratique. Elle prétend, sur la base de dénonciations d'un groupe d'universitaires liés aux franges les plus extrémistes de la bataille contre l'islam en France, qu'il y aurait un problème à l'université, que les chercheurs seraient contaminés par l'idéologie. L'islamo-gauchisme gangrène l'université, c'est son terme. Oui, mais alors le problème, c'est que personne ne sait en quoi consiste l'islamo-gauchisme, ce que ça veut dire, de quoi on parle, mais pas du tout. Moi, je sais que c'est juste une injure, mais quel est le contenu? On a connu aussi judéo-bolchevique. Qu'est-ce que ça pouvait bien vouloir dire? Rien. Eh bien, islamo-gauchiste, ça ne veut rien dire. Mais ce qui est grave, c'est qu'on met en cause le travail de sociologues, d'anthropologues, de gens qui réfléchissent aux idées. Quand on est un tout petit peu connaisseur, on dit que ce sont des idées qui viennent du monde anglo-saxon qui sont étudiées. Non, ce sont les French Studies, c'est-à-dire les trouvailles des Français, qui sont passées de l'autre côté de l'Atlantique et qui nous reviennent. Est-ce que je peux, pardon? Mais vous m'avez posé une question, oui. J'essaye de vous y répondre avec toute la difficulté. Si vous me posez une question sur le sexe des anges, j'aurai une très grande difficulté à vous en parler, parce que personne ne croit qu'il y ait réellement des anges. Par conséquent, parler d'islamo-gauchisme et voir un ministre décider qu'une partie des chercheurs va surveiller l'autre, mais Madame Martichoux, où on est, quoi? Et vous trouvez ça normal? Est-ce que je peux tenter Même si vous êtes de vous proposer la définition de ceux qui disent que ça existe? Ils disent que l'islamo-gauchiste, c'est le refus de dénoncer l'islamisme parce qu'on refuse ou qu'on a peur de stigmatiser les musulmans. C'est une définition un peu générale. Vous ne l'achetez pas, celle-là. C'est ceux qui disent, voilà, c'est ça l'islamo-gauchisme. Vous achetez ou pas? Alors, je vous rappelle que votre question, c'était l'université. Donc, où y a-t-il, à votre avis, d'enquêtrices et de journalistes qui êtes intéressés par la vérité, où y a-t-il à l'université, à votre connaissance, des secteurs, des laboratoires, des chercheurs qui seraient en situation d'étudier comment ne pas mettre en cause l'islamisme politique, je ne me rappelle plus de la fin de votre phrase, enfin ben, au nom de je ne sais quelle construction. Écoutez, tout ça n'est pas sérieux. Alors après qu'on s'en serve pour jeter des pierres aux insoumis, ça servait à ça avant. C'était déjà ridicule, parce que je ne suis pas musulman,
je ne suis pas islamiste, tous les musulmans n'étant par ailleurs pas islamistes, et en fait, je ne suis pas gauchiste, donc je ne suis concerné par rien. Mais ça fait 3 mois que ça dure. Et tout d'un coup, vous autres, les autres intellectuels, c'est-à-dire pas seulement... Mais un journaliste, c'est un intellectuel. Si un journaliste n'est pas un intellectuel, alors qui est un intellectuel? Le journaliste fait partie du monde intellectuel. Les journalistes qui traitaient ça de manière désinvolte, ça vous fait peut-être marrer, tout d'un coup, vous vous rendez compte que ça devient dangereux. Parce qu'au nom d'un critère comme celui-là, on commence à faire la police de la pensée dans les universités. Est-ce que vous savez, la Sorbonne, ça a été créé, sauf erreur, 1287, une chose comme ça. Le type qui a fondé ça s'appelle Robert de Sorbon. Et ils étudiaient bien des choses, notamment la religion chrétienne qui était très présente et les dogmes. Mais depuis cette époque, les rois de France, les évêques, les cardinaux, tout le monde a essayé d'y mettre les doigts pour dire vous devez plutôt chercher ci, vous devez arrêter ça. Et depuis cette date, c'est-à-dire plus de 8 siècles, l'université dit nous cherchons et nous travaillons comme nous l'entendons. Ça s'appelle la liberté académique. Qu'est-ce qu'il y a derrière donc cette intention de Frédérique Vidal que vous dites, on le sent, que vous jugez insupportable de toucher ou de vouloir contrôler, ou en tout cas, je ne sais pas contrôler, non, parce que je ne suis pas dans le cerveau de Frédérique Vidal. Non, mais qui interroge, qui veut mener une enquête. Qu'est-ce qu'il y a derrière pour vous? Mais ce qu'il y a derrière, c'est très simple. L'équipe macroniste a décidé de chasser sur les terres de l'extrême droite et de Madame Le Pen et de paraître comme plus compétent, plus fort pour mener la chasse à tout ce qui, de près ou de loin, est détesté par l'extrême droite. Donc voilà, ils prennent en charge cette idéologie. Et Madame Vidal, a cru bien faire, je suppose, en disant « Ah ben moi aussi, je vais aller faire des recherches à l'université parce que l'université est dénoncée par l'extrême droite comme étant une sorte de, je ne sais pas quoi, moi, d'endroit où se trouveraient des comploteurs islamo-gauchistes et autres folies. » J'espère que vous vous rendez compte, madame, il faut quand même qu'on se rattache aux traditions intellectuelles. Je me souviens d'une phrase du philosophe Bell, dans la période des Lumières. Il disait « Il n'y a rien de plus ridicule que de discuter des effets d'une cause qui n'existe pas. » Donc là, nous sommes en train de parler de quelque chose qui n'existe pas, qui est une pauvre manœuvre politique qui revient dans la figure des macronistes. C'est dommage pour eux, mais c'est tant mieux pour nous tous. Vous avez sans doute lu, parce que vous lisez beaucoup, et même le journal Le Monde, j'imagine, la tribune d'une centaine de chercheurs le 31 octobre. Vous vous souvenez de cette tribune? Oui. Une centaine d'universitaires, des universitaires, qui alertaient sur l'islamisme qui nous menace et la persistance du... Oui. Voilà, qui pourrait nier la gravité de la situation aujourd'hui en France, surtout après les récents attentats de Nice, une situation qui, quoi que prétendent certains, n'épargne pas nos universités. Oui. Il y a tout un papier, effectivement, qui dit clairement que, pour eux, il y a une dérive islamo-gauchiste. Ce sont des universitaires. Donc, même l'université, elle est divisée, elle est partagée. Bien sûr. De tout temps, les gens qui réfléchissent ont été opposés et ont participé aux disputes de la société. Alors, il y a des universitaires qui le pensent, d'autres qui pensent que tout ça est une folie. Notre devoir n'est pas de nous aligner sur celui qui crie le plus fort, mais de se demander si le problème existe ou si ce n'est pas un excès de polémique entre eux. Moi, j'ai connu la période où on disait que le marxisme gangrénait l'université et qu'on ne pouvait pas faire d'études si on n'était pas marxiste. C'était naturellement complètement faux. Et nous, qui à l'époque nous défendions, moi j'appartenais à ce courant idéologique, nous passions aussi à des exagérations absolument incroyables à propos des autres. Donc un peu de sang-froid, mais surtout penser que la liberté est un bien très précieux. Et la liberté académique, c'est-à-dire le droit de chercher, est une liberté qu'il faut protéger comme la liberté de conscience. Alors qu'il y ait des enseignants qui aient des opinions politiques comme ceci ou comme cela, c'est la vie. Maintenant, est-ce que leurs études, est-ce que l'université est un lieu d'embrigadement politique ou est-ce que c'est un lieu de pensée? Ma réponse est c'est un lieu de pensée. Votre réponse est non. Et leur réponse, effectivement, dans ce papier, était de dire oui, et eux-mêmes demandaient des instruments pour évaluer cela. Donc il y a un bloc d'universitaires qui s'oppose à un autre. En tout cas, il y a toujours eu des universitaires d'extrême droite, Madame Martichoux. C'est pas une découverte. Marcel Gauchet, Marcel Gauchet qui était signataire, par exemple, Pascal Perrineau. On va reprendre la liste si vous voulez. On reprend les 100 noms. Vous voulez que je vous retrouve les membres de cette bande d'illuminés du printemps républicain qui sèment le chaos dans tout le pays alors qu'ils sont à peine 10? Non, je vous en prie. Si Marcel Gauchet, qui mérite notre respect, qui a écrit un très beau bouquin sur Robespierre, que je vous recommande de lire, puisque lui-même reconnaît
il y a eu beaucoup d'exagérations contre. Donc c'est quelqu'un, c'est un esprit. Ça ne veut pas dire que je serai d'accord avec ce qu'il dit, mais je ne dirais certainement pas que c'est un extrémiste. Pour autant, son opinion n'a pas de valeur, son opinion politique, parce qu'il est universitaire, supérieure à celle d'un autre universitaire qui a une autre opinion. C'est pas de ça dont on parle. On parle des travaux scientifiques de l'université. L'université n'est pas un congrès politique. L'université est un lieu de recherche et de savoir. Et les sciences sociales, par nécessité, s'interrogent sur la façon avec laquelle se construisent certaines idées, comme les discriminations racistes, comme la manière sur laquelle se recoupent les discriminations de genre et les discriminations racistes. Voilà. Mais alors, vous voyez derrière une stratégie politique d'Emmanuel Macron. Oui, Quel est l'intérêt stratégique d'une certaine façon, vous dites qu'il normalise Le Pen. Or, il veut installer le duel. Quel est l'intérêt stratégique? Parce que, dans son idée, le débat en face-à-face avec Madame Le Pen au deuxième tour devrait lui donner le même résultat que la fois précédente. C'est l'idée qu'il s'en fait. Et puis, évidemment, il s'aperçoit que la position de Madame Le Pen, il aimerait bien qu'elle soit derrière lui. Or, il est au pouvoir, il perd un peu de... même en étant très optimiste. On a rarement vu que des gens de pouvoir ressortent indemnes de l'exercice du pouvoir. Donc, il essaye de prendre sur son terrain, sur ses électeurs... Marine Le Pen sur sa droite? Il essaye de prendre Marine Le Pen sur sa droite? Écoutez, je crois, non, vous avez vu... Ah bon? Parce que vous avez vu comme moi M. Darmanin et Mme Le Pen au cours de cette soirée honteuse sur le service public. M. Darmanin dire à Mme Le Pen, vous êtes un peu molle, moi je suis plus dur que vous, et l'autre répondre, ah mais j'aurais pu signer votre livre. Donc il y a un fil entre, par exemple, la déclaration de Darmanin face à Marine Le Pen et la déclaration de... Sans aucun doute, c'est la même opération politique, mais la limite vient d'exploser sous les yeux de tout le monde, parce que à la fin, tout va y passer. Maintenant, nous en sommes aux libertés académiques. Avant ça, on a fait 15 jours de foire à l'Assemblée nationale à dire du mal des musulmans du matin au soir, comme si, pendant qu'il y a 10 millions de pauvres, qu'il y a 2 millions de personnes à l'aide alimentaire, nous, les parlementaires français, on discutait des certificats de virginité. Il faut quand même le faire. J'ai entendu un conseiller d'Emmanuel Macron, qui s'appelle Stéphane Séjourné, qui est aussi chef de file des députés macronistes au Parlement de Bruxelles, qui soulignait dimanche dernier que personne dans l'opposition ne s'attaque en fait à Marine Le Pen. Est-ce que vous vous sentez visé? Non, mais j'ai vu que c'était une campagne qui a été lancée par les macronistes parce que la vie politique a lieu néanmoins. Hein. Donc il y a attaque, réponse, etc. Donc le jeudi de la semaine dernière, c'était la grande fête de la droite extrême et de l'extrême droite. Donc on ne parlait plus que de ça. Donc on a répondu, et comme ils se sont aperçus qu'ils avaient fait une erreur terrible à donner ce sentiment de promiscuité avec Madame Le Pen, ils ont réattaqué en disant personne n'attaque Madame Le Pen. Mais quand on fait, oui, mais quand on fait les comptes, on s'aperçoit que c'est eux qui passent plus de temps à nous taper dessus qu'à critiquer ce que dit Madame Le Pen. Disons à leur décharge, parce qu'il faut quand même être honnête, que c'est un peu difficile de dire des choses contre Madame Le Pen vu qu'elle ne dit rien et ne fait rien, notamment en tant que parlementaire. Donc c'est un peu difficile, mais néanmoins, il y aurait quand même de quoi faire. Maintenant, voici 2 ans que Madame Le Pen a décrété qu'elle était dédiabolisée, que tout le monde a accepté cette idée, et que c'est nous qui remplissons la fonction du diable, qu'on rend responsable d'absolument tout. Eh bien, je trouve que c'est très gonflé de la part de M. Macron, qui aura provoqué cette émission que vous avez vue sur France 2, de venir après ça dire que les autres n'attaquent pas Madame Le Pen. La vérité, c'est que c'est eux qui favorisent ces idées. Mais ils ont tort, parce que je crois que pour finir, tant qu'à faire du Le Pen, les gens préfèrent Le Pen, non ?